Avant que l'histoire commence, dis-moi dans les commentaires, d'où m'écoutes-tu? 12 janvier 1908, village de Saint-Cyprien, Dordogne. Le brouillard s'accrochait aux collines comme un linceul gelé. Marcel Dubois, facteur depuis 23 ans, connaissait chaque sentier, chaque ferme, chaque visage de cette région. Mais la demeure Villombre, elle lui donnait toujours la chair de poule. La bâtisse se dressait à 3 kilomètres du village, isolée au bout d'un chemin bordé de chênes centenaires. Une construction de pierre grise du XVIIe siècle, avec ses volets toujours mi-clos et ses cheminées qui fumaient même en plein été. Encore une lettre pour ces étranges gens, marmonna Marcel en ajustant son sac postal sur l'épaule. La famille Villombre s'était installée à Saint-Cyprien 5 ans auparavant. Monsieur Édouard Villombre, la quarantaine austère, sa femme Céleste pâle comme un linge, et leurs 3 enfants, Lucien, 12 ans, les jumelles Marguerite et Clémence, 8 ans. On les voyait rarement au village, une fois par mois peut-être, pour acheter du pain, de l'huile, du sel. Ils sont pas comme nous, disait souvent Madame Bertrand, l'épicière. Il y a quelque chose qui cloche chez ces gens-là. La femme parle pas, les enfants baissent toujours les yeux, et le père, ce regard qu'il a. Marcel remontait maintenant l'allée de gravier. Un silence anormal pesait sur les lieux. Même les corbeaux, d'ordinaire si bruyants dans ces parages, semblaient avoir déserté. En approchant, son cœur se serra. La porte d'entrée était grande ouverte. « Monsieur Villombre » appela-t-il d'une voix hésitante. Pas de réponse, juste le grincement du vent dans les gonds rouillés. Marcel avança prudemment. Le vestibule était plongé dans la pénombre. Une odeur étrange flottait dans l'air, un mélange de cire fondue, de poussière ancienne et quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier. « Il y a quelqu'un » Il pénétra dans le salon. Et là, la scène qui s'offrit à lui le figea sur place. La table était dressée pour 6 personnes. Des assiettes pleines de ragoût, encore luisantes de graisse, du pain tranché, des verres de vin rouge, intacts. Les chandelles s'étaient consumées jusqu'à la base, laissant de longues traînées de cire blanche sur la nappe brodée, mais aucun signe des Villombres. Marcel sentit sa gorge se serrer. Tout était là, disposé comme si la famille s'apprêtait à manger. Puis, avait simplement disparu entre 2 respirations. Il fit le tour de la maison, le cœur battant. Dans la cuisine, une marmite encore tiède sur le fourneau. Dans le salon d'études, un livre ouvert sur le bureau d'Édouard, une plume encore trempée dans l'encrier. À l'étage, les lits défaits, des vêtements pliés sur les chaises. Aucune trace de lutte, aucun désordre, aucune violence, juste le vide. Marcel redescendit en courant, bousculant une chaise au passage. Il devait prévenir le maire, le brigadier, n'importe qui. Cette maison, il fallait sortir de cette maison. En passant devant la cheminée du salon, quelque chose attira son attention. Sur le manteau entre 2 chandeliers, était posé un cadre contenant une vieille photographie sépia. Il s'approcha malgré lui. La photo montrait une famille, debout devant cette même demeure. Mais ce n'étaient pas les Villombres. Les vêtements étaient plus anciens, datant peut-être de 1850 ou 1860. 7 personnes figées dans leurs habits sombres, le regard fixe. Marcel plissa les yeux. Au dos du cadre, griffonné à l'encre brune, un nom. Famille Noirval, 1857. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Les Noirval, il avait déjà entendu ce nom. Son grand-père en parlait parfois quand il était enfant. Une histoire terrible, une disparition mystérieuse. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Marcel sursauta violemment. Un homme se tenait dans l'embrasure de la porte. Le père Augustin, le vieux curé du village, enveloppé dans sa soutane noire. « Mon père, vous m'avez fait une de ces peurs. Je cherche les Villombres. » La porte était ouverte, et le curé avança lentement, scrutant la pièce avec une expression indéchiffrable. « Ils sont partis, » dit-il d'une voix sourde. « Partis? Mais le repas est encore là, tout est... »« Ils sont partis, » répéta le père Augustin, plus fermement cette fois, comme les autres avant eux. « Les autres? Vous voulez dire... » Le prêtre se tourna vers Marcel, et dans ses yeux, le facteur lut quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une peur ancestrale, profonde, presque résignée. Cette maison, elle prend ce qu'on lui doit, toujours, depuis plus d'1 siècle. Marcel recula instinctivement. « Venez, » ordonna le père Augustin, « il ne faut pas rester ici, surtout pas à la tombée du jour. » Alors qu'il sortait,
Marcel jeta un dernier regard vers le salon. Les chandelles éteintes, les assiettes intactes, le silence épais. Et quelque chose d'autre qu'il n'avait pas remarqué en entrant, sur le mur du fond, tracé à la craie avec une précision troublante, une inscription en latin « Redit quod debetis ». Rendez ce que vous devez. La porte se referma derrière eux dans un claquement sourd. 13 janvier 1908, gendarmerie de Saint-Cyprien. Le brigadier Henri Moreau n'était pas homme à croire aux superstitions. 30 ans de carrière dans la gendarmerie lui avaient appris que derrière chaque mystère, il y avait toujours une explication rationnelle. Souvent sordide, certes, mais rationnelle. Pourtant, debout dans le salon des Villombres, il sentait un malaise inhabituel l'envahir. « Répétez-moi exactement ce que vous avez vu », demanda-t-il à Marcel Dubois, qui se tenait près de la porte, refusant d'entrer davantage. « Je vous l'ai déjà dit, brigadier, la porte ouverte, le repas sur la table, personne. » Rien d'autre. Moreau examina minutieusement la pièce. Les chandelles consumées jusqu'à la base suggérèrent que le repas avait été préparé la veille au soir. Donc, entre 18 heures hier et ce matin, 5 personnes s'étaient volatilisées. Des vêtements manquants? Des valises? Non, monsieur le brigadier, tout est là. Même les manteaux sont encore accrochés dans l'entrée. Moreau monta à l'étage. Les chambres étaient modestement meublées, mais propres. Dans celle des parents, il remarqua un détail étrange. Le lit était fait avec un soin méticuleux, les oreillers parfaitement alignés, trop parfait pour un lit dans lequel on aurait dormi la nuit précédente. Dans la chambre des jumelles, quelque chose le troubla davantage. Sur la table de nuit, 2 petites poupées de porcelaine étaient soigneusement disposées. Leurs yeux de verre le fixaient avec une intensité dérangeante. Entre elles, un carnet d'écolière. Il l'ouvrit. Des dessins d'enfants. Des maisons, des fleurs, des oiseaux. Puis, vers la fin, les dessins changeaient. Des silhouettes noires, sans visage. Des portes. Des escaliers descendant sous terre. Et sur la dernière page, tracée avec une application inquiétante, une grande maison grise, identique à celle-ci, avec 7 fenêtres noires comme des yeux morts. Au bas de la page, écrit en lettres tremblantes, « Il nous appelle ». Un bruit sourd résonna au rez-de-chaussée. Moreau dégaina son revolver et descendit rapidement. « Dubois, c'est vous ?» Personne. Le facteur était toujours dehors, visible par la fenêtre. Le bruit venait de derrière une porte sous l'escalier. Une cave, probablement. Moreau s'en approcha, la main crispée sur son arme. La porte n'était pas verrouillée. Il l'ouvrit d'un coup sec. Des marches de pierre s'enfonçaient dans l'obscurité. Un froid humide remontait du sous-sol, chargé de cette même odeur indéfinissable qu'avait mentionné le facteur. « Il y a quelqu'un !» Sa voix résonna dans les profondeurs, puis se perdit dans un silence épais. Il descendit prudemment, une lanterne à la main. Les marches étaient glissantes, couvertes d'une mousse verdâtre. Au bout de 23 marches, il les compta instinctivement, il déboucha dans une cave voûtée. Ses yeux mirent un moment à s'habituer à la pénombre. Puis, il vit des symboles, partout sur les murs. Gravés profondément dans la pierre, certains semblaient très anciens, d'autres plus récents. Des cercles concentriques, des triangles, des inscriptions en latin qu'il ne comprenait pas. Au centre de la cave, un cercle de craie blanche, parfaitement tracé. À l'intérieur, 5 bougies noires, disposées en pentagone. Elles étaient consumées, mais pas entièrement. Moreau s'agenouilla près du cercle. Dans la poussière, il distingua des traces, comme si quelqu'un s'était tenu là, immobile, pendant longtemps. 5 emplacements. La taille correspondait, 2 adultes, 3 enfants. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Quelque chose brillait près de l'une des bougies. Il tendit la main et ramassa un petit objet, une médaille religieuse, attachée à une chaînette en argent. Il la retourna. Au dos, gravé, Lucien Vilombre. Un courant d'air glacé balaya soudain la cave, éteignant sa lanterne. Le noir. Complet. Absolu. Moreau sentit son cœur s'emballer. Il chercha frénétiquement ses allumettes dans sa poche. Ses doigts tremblaient. Un grattement. Quelque chose bougeait dans l'obscurité. Pas un rat. Quelque chose de plus gros. Quelque chose qui respirait. Il parvint enfin à craquer une allumette. La flamme faible éclaira brièvement la cave. Personne. Mais sur le mur du fond, il découvrit ce qu'il n'avait pas vu en entrant. Une porte de fer, basse et étroite, scellée par un cadenas rouillé. L'allumette s'éteignit. Dans le noir, il entendit distinctement un murmure, des voix, plusieurs voix étouffées
qui semblait venir de derrière la porte de fer. Moreau ne réfléchit pas. Il remonta les escaliers 4 à 4, manquant de trébucher plusieurs fois. Quand il émergea dans le couloir, il claqua la porte de la cave et s'y adossa, le souffle court. Marcel se précipita à l'intérieur. « Brigadier, vous avez trouvé quelque chose ?» Moreau mit plusieurs secondes à retrouver sa voix. « Allez chercher le père Augustin, immédiatement, et amenez des hommes, avec des outils. »« Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en bas ?» Moreau regarda le facteur droit dans les yeux. « Je ne sais pas. Et c'est exactement ce qui me terrifie. » Cette nuit-là, à la gendarmerie, Moreau ne put fermer l'œil. Chaque fois qu'il tentait de s'endormir, il entendait ces voix, chuchotant, appelant, suppliant. À 3 heures du matin, il se leva et consulta les archives communales. Il cherchait un nom, Noirval. Ce qu'il découvrit le glaça jusqu'aux os. 14 janvier 1908, mairie de Saint-Cyprien. Les archives poussiéreuses de la mairie n'avaient pas été consultées depuis des décennies. Monsieur Blanchard, le secrétaire municipal, un homme voûté d'une 60aine d'années, guida Moreau à travers les rayonnages surchargés de registres jaunis. La famille Noirval, vous dites? Oui, oui. Je me souviens que mon prédécesseur en parlait. Une histoire tragique. Attendez, ce devrait être dans ce registre-ci. Il tira un épais volume relié de cuir brun, daté de 1850-1870. Les pages craquèrent lorsqu'il l'ouvrit. Voilà, famille Noirval, Édouard Noirval, notaire, épouse Catherine, née Dufresne, 5 enfants. Blanchard s'interrompit, fronçant les sourcils. Tiens, disparu le 3 février 1857, toute la famille. Moreau sentit son estomac se nouer. La même configuration, la même demeure. Que s'est-il passé? D'après les notes du maire de l'époque, on les a retrouvés exactement comme vos Villombres. Table dressée, repas intact, porte ouverte, volatilisée. On n'a jamais retrouvé les corps? Jamais. L'affaire a été classée comme disparition inexpliquée. Mais attendez. Blanchard tourna les pages avec précaution. Il y a une annexe, un rapport du curé de l'époque, le père Mathieu de la Croix. Il s'éclaircit la voix et lut « Le 15 février 1857. J'ai été appelé pour bénir la demeure Noirval. J'ai refusé. Cette maison est maudite depuis sa construction en 1673 par le baron Aldebert de Villombre. Le baron était connu pour ses pratiques hérétiques et ses expérimentations avec des arts interdits. Selon la légende, il aurait fait un pacte dans les caves de sa demeure, un pacte qui exige un tribut à chaque génération. Les Noirval ne sont pas les premiers à disparaître, et ils ne seront pas les derniers. Moreau releva la tête brusquement. « De Villombre? Vous avez dit baron de Villombre ?»« Oui, c'est le nom de la famille qui a fait construire la... Les occupants actuels s'appellent Villombre. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Blanchard retira ses lunettes et les nettoya nerveusement. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, un nom similaire, rien de plus. Mais Moreau ne l'écoutait plus. Il feuilletait fébrilement le registre. Il y a d'autres disparitions? Blanchard consulta ses archives avec une réticence visible. 1823, famille Duchamp, 4 personnes. Disparues dans la même maison. Avant, 1799, famille Mercier, 6 personnes. Et avant, 1755, famille Constant, 7 personnes. Moreau se redressa, le vertige le prenant. À chaque génération, toujours la même maison, toujours la même configuration. Combien de temps entre chaque disparition? Blanchard calcula rapidement. Environ 30 à 40 ans. Jamais exactement pareil, mais 1857 à 1908. 51 ans. Seigneur Dieu, murmura le secrétaire. La porte du bureau s'ouvrit brutalement. Le père Augustin entra, le visage grave, tenant une boîte en métal rouillée. « Brigadier Moreau, j'ai trouvé ceci dans les archives paroissiales. Vous devez le voir. » Il posa la boîte sur le bureau et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, des lettres jaunies, des coupures de journaux et un journal intime relié de cuir noir. « Le journal du père de la Croix », expliqua Augustin. Il a tout consigné, tout ce qu'il savait sur la demeure. Moreau saisit le journal et commença à lire. L'écriture était petite, serrée, parfois tremblante. 12 mars 1857. Je n'ai pas dormi depuis des semaines. Les Noirval ont disparu il y a plus d'1 mois, mais leurs voix, je les entends encore. Elles m'appellent depuis la maison. J'ai interrogé les anciens du village. Ce qu'ils m'ont révélé me glace le sang.
Le baron Aldebert de Villombre n'était pas un homme ordinaire. Alchimiste, occultiste, il cherchait le secret de l'immortalité. Dans les caves de sa demeure, il a construit quelque chose, un passage, une porte vers ailleurs. Le rituel qu'il a accompli exigeait un sacrifice, sa propre famille, 7 personnes, tous immolés dans le cercle de pierre qu'il avait tracé. Leurs âmes, dit-on, sont restées piégées, enchaînées à cette maison, affamées. Et le pacte continue. À chaque génération, la maison réclame son dû. Elle attire ceux qui portent le nom ou ceux qui osent habiter ses murs. Elle les appelle, les séduit. Et quand ils descendent dans les caves, elle les prend. Moreau releva les yeux, livide. Il faut détruire cette maison, immédiatement. Le père Augustin secoua lentement la tête. Lisez la suite. Moreau continua, les mains tremblantes. 17 mars 1857. J'ai tenté d'exorciser la demeure. En vain. Ce qui habite ces lieux n'est pas un démon ordinaire. C'est quelque chose de plus ancien, de plus profond. La porte de fer dans la cave est scellée, mais j'ai entendu ce qu'il y a derrière. Des voix. Des dizaines de voix. Tous ceux qui ont disparu au fil des siècles. Ils ne sont pas morts. Ils sont ailleurs, dans un lieu entre les mondes où le baron les a emprisonnés pour nourrir sa quête d'éternité. J'ai scellé la maison. J'ai fait graver des symboles de protection sur les portes et les fenêtres. Mais je sais que ce n'est que temporaire. Le pacte est éternel, et tant que la porte existera, la maison réclamera son tribut. La dernière entrée était datée du 2 avril 1857. Je pars pour Rome. Je dois consulter les archives du Vatican. Il doit exister un moyen de rompre le pacte, un moyen de libérer les âmes prisonnières. Si quelqu'un lit ces lignes un jour, n'entrez jamais dans cette maison après le crépuscule. Ne descendez jamais dans les caves, et surtout, ne tentez jamais d'ouvrir la porte de fer. Certaines portes ne doivent jamais être ouvertes. Un silence de mort s'abattit sur le bureau. Moreau referma lentement le journal. Sa décision était prise. Nous ouvrons cette porte, ce soir. Brigadier, non, protesta Blanchard. Vous avez lu ce que... Des gens ont disparu. 5 personnes. Si elles sont encore vivantes, quelque part, nous devons les retrouver. Le père Augustin posa sa main sur l'épaule de Moreau. Et si elles ne sont plus humaines? Si ce qui se trouve derrière cette porte ne doit pas revenir dans notre monde? Moreau repoussa sa main fermement. Je suis un homme de loi, mon père. Pas de superstition. Cette nuit, nous éluciderons ce mystère une bonne fois pour toutes. Mais ce que le brigadier Moreau ne savait pas, c'est que dans les caves de la demeure Villombre, quelque chose attendait. Quelque chose qui attendait depuis très très longtemps. Et cette nuit-là, la porte s'ouvrirait. Chapitre 4. La descente. 14 janvier 1908, 22h30. Demeure Villombre. 6 hommes se tenaient devant la maison. Le brigadier Moreau, le père Augustin, Marcel Dubois et 3 gendarmes que Moreau avait fait venir de Périgueux. Chacun portait une lanterne, et malgré le froid glacial, tous transpiraient. La demeure se dressait dans la nuit, ses fenêtres noires comme des orbites vides. Aucune lumière, aucun son, juste le vent qui gémissait dans les chênes dénudés. « On est vraiment obligé de faire ça de nuit ?» demanda Marcel, la voix tremblante. « Si les Villombres sont encore vivants, chaque heure compte, » répondit Moreau avec une assurance qu'il était loin de ressentir. Ils entrèrent. L'odeur avait empiré, un mélange de renfermé, de moisi, et cette note sous-jacente, métallique et aigre, que personne ne parvenait à identifier. Le repas était toujours là, sur la table. Mais quelque chose avait changé. La nourriture s'était décomposée rapidement, couverte d'une moisissure verdâtre. Et les assiettes? Elles n'étaient plus à leur place exacte, comme si quelqu'un ou quelque chose les avait déplacées de quelques centimètres. « Brigadier !» murmura l'un des gendarmes, un jeune homme nommé Laurent. « Regardez la nappe. » Dans la cire figée des chandelles, quelqu'un avait tracé des mots avec un doigt. Une écriture maladroite, enfantine. « Aidez-nous !» Moreau sentit sa gorge se serrer. Il avança vers la porte de la cave. Les autres le suivirent, personne n'osant rester seul en arrière. La descente commença. 23 marches. L'air devenait de plus en plus froid à chaque pas. Les lanternes projetaient des ombres dansantes sur les murs de pierre humide. Quelque part dans l'obscurité, on entendait un goutte-à-goutte régulier. Ils atteignirent la cave voûtée. Le cercle de craie était toujours là, mais il semblait différent.
Moreau mit un moment à comprendre ce qui avait changé. Le cercle s'était élargi de plusieurs centimètres, comme s'il grandissait. « C'est impossible, murmura-t-il. J'étais là hier, le cercle était plus petit. » Le père Augustin s'agenouilla et toucha la craie. Elle était fraîche, récente. « Qui a pu dessiner ça ?» demanda Laurent. « La maison est vide. » Personne ne répondit. Ils avancèrent vers la porte de fer. De près, elle était encore plus inquiétante. Le métal était noir, forgé dans un style ancien, couvert de symboles gravés. Le cadenas était massif, rongé par la rouille. Moreau sortit un pied de biche. « Attendez !» intervint le père Augustin. Il ouvrit sa sacoche et en sortit un livre de prière, une fiole d'eau bénite et un crucifix en argent. « Laissez-moi d'abord bénir ce lieu. » Il commença à réciter en latin, aspergeant la porte d'eau bénite. Le liquide grésilla en touchant le métal, un sifflement aigu comme de l'huile dans une poêle brûlante. « Bon sang !» souffla Marcel. Moreau ne tint plus. Il inséra le pied de biche sous le cadenas et força. Une fois, 2 fois. À la 3e tentative, le métal céda avec un craquement sonore. Le silence qui suivit fut assourdissant. Personne ne bougeait. Tous fixèrent la porte qui restait close. Puis, lentement, elle s'entr'ouvrit. Pas sous une poussée extérieure, toute seule, comme attirée par une force invisible. Un courant d'air glacé s'échappa de l'ouverture, et avec lui, une odeur, celle que Moreau cherchait à identifier depuis le début. C'était l'odeur de la mort, non pas de la décomposition, quelque chose de pire, l'odeur de quelque chose qui n'aurait jamais dû mourir, ou qui était mort depuis trop longtemps pour être naturel. « Les lanternes » murmura Marcel. « Regardez les lanternes. » Les flammes vacillaient, toutes dans la même direction, vers la porte. Comme aspiré, Moreau inspira profondément et poussa la porte complètement. Derrière s'ouvrait un tunnel, pas creusé dans la roche naturelle, taillé, avec une précision mathématique. Les parois étaient lisses, presque polies, couvertes de ces mêmes symboles qu'ils avaient vus dans la cave. Le tunnel descendait en pente douce, s'enfonçant dans les entrailles de la terre. « On ne peut pas y aller, » dit Laurent, la voix brisée. « C'est de la folie. » Mais Moreau était déjà entré. Les autres n'eurent d'autre choix que de le suivre. Ils marchèrent en file indienne, 10 mètres, 20, 50. Le tunnel semblait interminable. Les symboles sur les murs changeaient progressivement. D'abord du latin, puis des langues que personne ne reconnaissait. Et plus ils avançaient, plus les symboles devenaient organiques, comme si quelqu'un les avait griffés avec des ongles plutôt que gravés avec des outils. 100 mètres sous terre, peut-être plus, le tunnel déboucha dans une salle. Ce qu'ils virent les figea tous sur place. C'était une chambre circulaire, immense, taillée dans la roche. Au centre, un autel de pierre noire. Et autour de l'autel, des silhouettes, debout, immobiles, alignées en cercle concentrique, des dizaines de personnes. Moreau leva sa lanterne d'une main tremblante. La lumière éclaira le premier cercle, les vit l'ombre. Édouard se tenait là, les yeux grands ouverts, fixant le vide. Céleste à ses côtés, et les enfants, Lucien, Marguerite et Clémence, tous dans la même posture, immobiles, comme des statues de cire. « Seigneur miséricordieux », murmura le père Augustin. Mais ils n'étaient pas seuls. Derrière eux, un autre cercle. Des vêtements plus anciens. Les Noirval, reconnut Moreau en les comparant mentalement à la photographie qu'il avait vue. Et derrière encore. Des dizaines de cercles, des dizaines de familles. Certains vêtus de costumes du XVIIIe siècle, d'autres du XVIIe. Tous figés, tous avec ces yeux vitreux, perdus dans un ailleurs incompréhensible. « Ils sont vivants », souffla Moreau. « Mon Dieu, ils sont vivants. » C'était vrai. Leur poitrine se soulevait faiblement, mais quelque chose n'allait pas. Leurs mouvements étaient synchronisés. Tous respiraient en même temps, au même rythme, comme un seul organisme. Laurent fit un pas vers les vilombres. « Non !» cria le père Augustin. Trop tard. Le pied de Laurent franchit la limite du premier cercle. Immédiatement, les têtes bougèrent. Toutes, en même temps. Des centaines de visages se tournèrent vers les intrus avec une précision mécanique, inhumaine, et ils parlèrent. Tous en même temps. Toutes les voix superposées, formant un chœur guttural inhumain. Le pacte doit être honoré. Laurent hurla et recula violemment, trébuchant sur les pierres inégales. Les silhouettes ne bougèrent pas, mais leurs yeux, oh leurs yeux, tous fixaient maintenant les intrus avec une intensité dévorante. « Sortez !
Sortez d'ici, cria Moreau, poussant ses hommes vers le tunnel. Mais alors qu'ils se retournaient, une lumière émana de l'autel central, une lueur verdâtre, maladive, qui pulsa comme un cœur battant. Les symboles sur les murs s'illuminèrent un à un, traçant un réseau de lignes lumineuses qui convergeaient toutes vers le centre de la salle. Et au centre de l'autel, quelque chose prit forme. D'abord une ombre, puis une silhouette, grande, voûtée, drapée dans des lambeaux de tissu noir qui semblaient se fondre dans l'obscurité elle-même. « Le baron », murmura le père Augustin, paralysé par la terreur. « C'est lui. » Aldebert devit l'ombre. La créature, car ce n'était plus vraiment un homme, tourna lentement sa tête vers eux. Son visage était un masque de chair parcheminée, tendu sur un crâne trop allongé. Ses yeux brillaient de cette même lueur verte. Quand il parla, sa voix résonna dans les eaux plutôt que dans l'air. « Vous osez briser les sceaux ?» Moreau, retrouvant un semblant de courage, leva son revolver d'une main tremblante. « Au nom de la loi, je vous ordonne de libérer ces personnes. » Un rire. Un rire terrible qui sembla émaner de toutes les silhouettes à la fois, se répercutant contre les parois de pierre. La loi. La créature avança d'un pas. « Je suis plus ancien que vos lois, plus ancien que vos royaumes. J'ai trouvé le secret, comprenez-vous? Le secret de l'éternité. » Elle désigna les cercles de prisonniers d'un geste ample. Ils ne sont pas morts. Ils ne mourront jamais. Ils sont suspendus entre la vie et la mort. Leur essence nourrit le rituel, perpétuellement. « Vous êtes un monstre !» cracha le père Augustin, brandissant son crucifix. Le baron, ou ce qu'il en restait, se tourna vers le prêtre. Son sourire révéla des dents trop nombreuses, trop pointues. « Un monstre? Non, mon père, je suis un pionnier. La mort n'est qu'une porte, et j'ai trouvé comment la garder entr'ouverte, pour toujours. » Marcel Dubois, dans un élan de bravoure désespéré, saisit une pierre et la lança vers le baron. Elle traversa la silhouette comme si elle n'était que fumée. « Vous ne pouvez pas me toucher. Je ne suis plus de votre monde. Je suis partout et nulle part. Dans chaque pierre de cette maison, dans chaque souffle de ces âmes prisonnières. » Moreau tira. Une fois, 2 fois. 6 balles qui traversèrent la créature sans effet. Le baron rit de nouveau. « Mais vous êtes bien réel. Et vous avez violé le sanctuaire. Vous devez maintenant compenser. » Il leva la main. Les silhouettes commencèrent à avancer, lentement, mécaniquement. Les Villombres en premier, puis les Noirval, puis toutes les autres familles, cercle après cercle, convergeant vers les intrus. Édouard Villombre était maintenant à moins de 2 mètres de Moreau. Son visage n'exprimait rien, ni colère, ni peur, ni reconnaissance, juste un vide absolu. « Édouard » tenta Moreau. « Édouard Villombre, pouvez-vous m'entendre ?» Les lèvres de l'homme bougèrent, un murmure à peine audible. « Aidez, nous ne pouvons pas mourir. » Des larmes coulèrent de ses yeux vitreux. « Ils souffrent, » réalisa le père Augustin avec horreur. « Seigneur, ils sont conscients depuis toutes ces années. » La petite Marguerite Villombre tendit sa main vers Marcel, une main froide, glacée, qui agrippa sa manche. « Monsieur le facteur. » Marcel hurla et se dégagea, bousculant les autres. « Courez !» Ils se précipitèrent envers le tunnel. Les silhouettes accélérèrent leur marche, leur nombre créant un grondement sourd de pieds traînant sur la pierre. Le tunnel semblait plus long au retour, plus étroit. Les symboles sur les murs pulsaient maintenant, projetant des ombres déformées qui donnaient l'impression que les parois se refermèrent sur eux. Laurent trébucha, tomba. Moreau le releva d'un geste brusque. « N'abandonnez personne. » Ils émergèrent enfin dans la cave. Mais la porte de fer commençait à se refermer, mue par une force invisible. « Vite !» Ils passèrent un à un, se bousculant dans l'embrasure. Le père Augustin fut le dernier. Au moment où il franchissait le seuil, une main squelettique couverte de chair putréfiée, jaillit et agrippa sa cheville. « Non !» Moreau et Marcel le saisirent par les bras, tirant de toute leur force. La chose de l'autre côté tirait aussi, avec une force surhumaine. Le curé hurlait, son pied disparaissant lentement dans les ténèbres du tunnel. « Le crucifix !» cria Moreau. « Utilisez le crucifix !» D'une main tremblante, Augustin appuya le symbole sacré contre la main qui le retenait. Un sifflement atroce retentit, et la chair se mit à fumer. La prise se relâcha. Ils tombèrent en arrière, et la porte de fer claqua avec un bruit de tonnerre. Silence. Les 6 hommes restèrent allongés sur le sol de la cave,
haletants, en état de choc. Puis, lentement, ils réalisèrent quelque chose. Ils n'étaient que 5. « Où est Laurent ?» demanda l'un des gendarmes, la voix brisée. Ils se regardèrent avec horreur. Dans la panique, dans la bousculade, Laurent était resté en arrière. Un cri résonna depuis l'autre côté de la porte. Un cri terrible qui s'éternisa, puis se transforma en un gargouillis, puis en silence. Moreau se releva, tituba jusqu'aux escaliers. Les autres le suivirent comme des automates. Ils remontèrent, émergèrent dans la maison, puis dehors dans la nuit glacée. Personne ne parla pendant le trajet de retour au village. Ils marchèrent comme des fantômes, leurs lanternes balançant des ombres folles sur le chemin. Ce n'est qu'arrivé à la gendarmerie, dans la lumière rassurante des lampes à gaz, que Moreau s'effondra dans son fauteuil et prit sa tête entre ses mains. « Qu'allons-nous faire » demanda Marcel, les larmes coulant librement sur ses joues. « Laurent, et tous ces gens, prisonniers là-dessous ?» Le père Augustin, le regard perdu dans le vide, murmura « Il n'y a qu'une solution, une seule. » Tous se tournèrent vers lui. « Nous devons détruire la maison, entièrement. La raser, brûler chaque pierre, sceller les caves avec du béton. C'est le seul moyen de rompre le rituel. »« Et les prisonniers ?» demanda Moreau. « Si nous détruisons la maison, qu'adviendra-t-il d'eux ?» Le prêtre ferma les yeux. « Ils trouveront enfin le repos. Après toutes ces années, ils pourront enfin mourir. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce. « Très bien, » dit finalement Moreau, sa voix à peine audible. « Demain, au lever du jour, nous rassemblerons des hommes, des outils, de la dynamite si nécessaire, et nous mettrons fin à cette abomination. » Mais au fond de lui, une question le rongeait. Était-ce vraiment la fin? Ou venait-il simplement d'éveiller quelque chose qui aurait dû rester endormi pour toujours? 15 janvier 1908, Aube, village de Saint-Cyprien. Le soleil ne s'était pas encore levé quand Moreau sortit de la gendarmerie. Il n'avait pas dormi. Comment aurait-il pu? Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait ces visages, des dizaines de visages figés dans une agonie éternelle. Le village commençait à s'éveiller. Des cheminées fumaient, un coq chantait au loin. La vie ordinaire, simple, ignorante de l'horreur qui se tapissait à 3 kilomètres de là. « Brigadier !» Moreau se retourna. Marcel Dubois courait vers lui, le visage défait. « Qu'y a-t-il »« C'est Laurent. » Enfin, c'était Laurent. Le cœur de Moreau se serra. « Où » ? « À la demeure. On l'a retrouvé devant la porte. Il est vivant, mais... » Ils coururent jusqu'à la place du village où une charrette attendait. 2 hommes en descendirent, portant un brancard. Laurent était allongé dessus, les yeux grands ouverts, fixant le ciel gris de l'aube. Mais quelque chose n'allait pas. Son regard était vide, exactement comme celui des vilombres. « Laurent ?» Moreau s'agenouilla près de lui. « Laurent, tu m'entends » Le jeune gendarme tourna lentement la tête. Ses lèvres bougèrent, formant des mots dans un murmure rauque. « Il veut un marché. »« Qui, le baron ?»« Il dit que si vous détruisez la maison, ils mourront. Tous, vraiment. Pour toujours. » Moreau échangea un regard avec le père Augustin, qui venait d'arriver. « N'est-ce pas ce que nous voulons ?» demanda le prêtre. « Les libérer de cette torture ?» Mais Laurent secoua faiblement la tête. « Pas libérer, oblitérer, âme anéantie. Pas de paradis, pas de repos, juste le néant. » Le père Augustin rituel est rompu brutalement. « Mon Dieu, leurs âmes ne seront pas libérées. Elles seront détruites, effacées de l'existence. »« Alors que propose-t-il » demanda Moreau avec colère. Laurent toussa. Du sang apparut au coin de ses lèvres. « Un sacrifice volontaire. Quelqu'un doit prendre leur place pour les libérer. Un contre tous. » Le silence qui suivit fut brisé par les sanglots de Marcel Dubois. « Non, 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 il ment. Ce monstre ment. Il veut juste une autre victime. Peut-être, dit le père Augustin doucement. Mais pouvons-nous prendre ce risque, condamner des centaines d'âmes au néant éternel ?» Moreau se releva, les poings serrés. Il regarda les visages autour de lui, des hommes ordinaires, des pères de famille, des travailleurs honnêtes. Comment pouvait-il leur demander un tel sacrifice? « Il doit y avoir une autre solution, dit-il fermement. Une solution qui ne nécessite pas... » Laurent l'interrompit, agrippant soudain son bras avec une force surprenante.
Ses yeux, pour la première fois depuis son retour, montrèrent une lueur de conscience. « Brigadier, j'ai vu, là-dessous, j'ai vu l'enfer. Ces gens, depuis des siècles, conscients. Prisonniers, s'il vous plaît, ne les laissez pas. Ne me laissez pas. » Sa voix se brisa dans un sanglot déchirant. « Je sens déjà le vide qui m'aspire. Je deviens comme eux. » Le père Augustin posa une main sur l'épaule de Moreau. Il existe peut-être un moyen. Dans les textes anciens, il est écrit qu'un sacrifice consenti libère non seulement les âmes, mais brise également le rituel. Définitivement, plus jamais personne ne pourra être capturé. « Vous suggérez qu'un de nous, » commença Marcel, horrifié. « Je suggère, » continua calmement le prêtre, « que celui qui fait ce choix doit le faire librement, sans contrainte. » C'est la seule façon de retourner la magie noire du baron contre lui-même. Un long silence s'installa. Les hommes se regardaient, chacun pesant l'impensable. Finalement, une voix s'éleva, faible mais déterminée. « Je le ferai. » Tous se tournèrent vers Laurent, toujours allongé sur le brancard. « Non, » dit immédiatement Moreau. « Tu es sous l'influence du... »« Non, » l'interrompit Laurent, avec une clarté soudaine. « Pour la première fois depuis hier soir, je vois clair. Je suis déjà perdu, brigadier, je le sens. Ma place est déjà marquée dans ce cercle maudit, mais si mon âme doit être piégée, autant qu'elle serve à libérer les autres. » Des larmes coulaient maintenant sur les joues du jeune homme. « J'ai 23 ans. J'aurais dû avoir une vie, une femme, des enfants. Mais ce monstre me l'a volé. Alors au moins que ma mort ait un sens. » Le père Augustin s'agenouilla près de lui. « Mon fils, es-tu certain ? Une fois le rituel commencé, il n'y aura pas de retour possible. » Laurent hocha la tête. « Dites à ma mère, dites-lui que je suis mort en héros, pas en victime. » 16 janvier 1908, minuit, demeure Villombre. Ils étaient revenus. Moreau, le père Augustin, Marcel et 2 autres gendarmes venus de Périgueux, et Laurent, qui marchait de son propre chef maintenant, malgré la pâleur mortelle de son visage. La maison semblait les attendre. Les volets claquaient doucement dans le vent nocturne, comme des battements de cœur. « Dernière chance de reculer, » dit Moreau à Laurent. Le jeune homme secoua la tête et descendit les escaliers menant à la cave. Le cercle de craie avait encore grandi. Il occupait maintenant presque toute la surface de la cave, et la porte de fer était entr'ouverte, comme une invitation. Le père Augustin ouvrit son livre de prière. Mais cette fois, ce n'était pas un exorcisme qu'il allait prononcer. C'était un rituel de sacrifice volontaire, retrouvé dans les archives les plus sombres du Vatican. « Êtes-vous prêt, mon fils ?» Laurent inspira profondément. « Oui, mon père. » Il avança vers la porte. Moreau voulut le retenir, mais le père Augustin l'arrêta d'un geste. « C'est son choix. Nous devons le respecter. » Laurent se tourna une dernière fois vers eux. Il sourit, un sourire triste mais serein. « Prenez soin de ma mère et fermez cette maudite porte pour toujours. » Il entra dans le tunnel. Le père Augustin commença à psalmodier en latin, des mots anciens, puissants, qui semblaient faire vibrer l'air lui-même. « Anima libera, corpus dedicatum, vinculum ruptum. » Une lumière émana du tunnel, pas la lueur verte et malade de l'autre nuit. Une lumière dorée, pure, qui grandissait en intensité. Et puis, ils entendirent des voix, des centaines de voix. Mais cette fois, elles ne formaient pas un chœur monstrueux. Elles chantaient, un chant ancien, presque oublié, qui parlait de liberté et de rédemption. La lumière devint aveuglante. Moreau dut détourner les yeux. Un cri résonna dans les profondeurs. Le cri du baron, un hurlement de rage et de défaite qui sembla faire trembler les fondations de la maison. Puis le silence. La lumière s'éteignit d'un coup. Le tunnel était maintenant plongé dans une obscurité totale. Moreau se précipita vers la porte de fer. Elle était froide, inerte. Plus aucune force mystique ne l'animait. « Laurent » appela-t-il dans l'obscurité. Pas de réponse. Ils descendirent avec leurs lanternes, le cœur battant. Le tunnel semblait différent. Les symboles sur les murs étaient effacés, comme brûlés par une flamme invisible. Ils atteignirent la chambre circulaire. Elle était vide. Pas une seule silhouette, pas une trace des cercles de prisonniers. Juste l'autel de pierre noire, fissuré en 2. Et au centre, allongé paisiblement, Laurent. Moreau se précipita vers lui, espérant contre tout espoir. Mais quand il toucha le cou du jeune homme, cherchant un pouls, il ne trouva que du froid. Laurent était mort, mais son visage était serein, apaisé,
comme quelqu'un qui vient de terminer un long voyage et peut enfin se reposer. Le père Augustin ferma les yeux du jeune gendarme et murmura une prière. « Requiescat in pace ». Saint-Au 17, janvier 1908, village de Saint-Cyprien. Les funérailles de Laurent Moreau, car c'était son nom complet, Moreau avait découvert avec horreur qu'il était un cousin éloigné, furent les plus impressionnantes que le village ait jamais connues. On raconta qu'il était mort héroïquement en tentant de sauver des personnes piégées dans un éboulement. Seuls 5 hommes connaissaient la vérité, et ils avaient juré de ne jamais la révéler. La demeure Villombre fut détruite. Non pas rasée, le père Augustin s'y était opposé, mais scellée. Chaque ouverture fut murée avec du béton et des briques. Des symboles de protection furent gravés sur chaque mur. La propriété fut déclarée dangereuse et interdite d'accès. Avec le temps, la nature reprit ses droits. Le lierre envahit les murs. Les ronces encerclèrent la bâtisse. Les arbres poussèrent si près qu'ils semblèrent vouloir cacher la maison au regard. Quant au Villombre, 3 jours après les événements, une lettre arriva à la gendarmerie. Elle venait de Bordeaux. « Monsieur le brigadier, je suis Édouard Villombre. Ma famille et moi avons loué une maison à Saint-Cyprien il y a 5 ans, mais nous l'avons quittée il y a 6 mois pour des raisons professionnelles. J'apprends par la presse qu'il y aurait eu des événements étranges dans cette demeure. Je tiens à préciser que nous sommes tous en bonne santé et vivons désormais à Bordeaux. Si vous avez besoin de témoignages, nous sommes à votre disposition. Cordialement, Édouard Villombre. » Moreau relut la lettre 3 fois. Incrédule, il vérifia les dates. La lettre était authentique, l'adresse réelle. Les Villombre n'avaient jamais disparu, ce qui signifiait que ceux qu'ils avaient vus dans les caves, il n'osa pas terminer sa pensée. Le père Augustin, quand Moreau lui montra la lettre, se contenta de hocher lentement la tête. Le baron utilisait leurs noms, leurs apparences, pour attirer de nouvelles victimes. Les véritables Villombre ne sont que des locataires ordinaires, qui n'ont jamais rien su de l'histoire de cette maison. Alors qui étaient ces gens que nous avons vus? Le prêtre ne répondit pas immédiatement. Il regarda par la fenêtre, vers les collines où se cachait la demeure scellée. Des échos, des reflets, des âmes capturées, il y a si longtemps qu'elles avaient oublié qui elles étaient vraiment. Le baron les façonnait, les modelait, créait de fausses familles pour perpétuer son rituel. Et maintenant, sont-elles vraiment libres? Grâce à Laurent, oui. Son sacrifice volontaire a brisé le cercle. Elles ont pu enfin passer de l'autre côté. Moreau plia soigneusement la lettre et la rangea dans un dossier qu'il marqua « Classé, ne pas rouvrir ». Fin 13 novembre 2025, Saint-Cyprien, Dordogne. Emma Rousseau, 17 ans, étudiante en histoire, pointait sa caméra vers les ruines envahies par la végétation. Et voilà les gars, la fameuse maison Villombre, celle dont tout le village refuse de parler. Son téléphone vibra. Des commentaires affluaient déjà sur sa story Instagram. C'est flippant. Entre dedans. T'es folle d'y aller seule. Emma rit et s'approcha des murs recouverts de lierre. Les scellés en béton étaient fissurés par endroits, rongés par plus d'un siècle d'intempéries. Alors, selon la légende locale, une famille entière aurait disparu ici en 1908, mais genre, vraiment disparu, volatilisée. Elle tourna sa caméra vers une ouverture dans le mur, là où le béton s'était effondré. Les anciens du village disent qu'il ne faut jamais s'approcher d'ici au crépuscule, que des voix sortent des pierres. Mais bon, c'est que des superstitions de vieux, non? Le soleil descendait rapidement derrière les collines. L'air se rafraîchissait. Emma consulta sa montre. 18h47. Elle devrait rentrer bientôt. Mais d'abord, une dernière photo pour Instagram. Elle se glissa à travers l'ouverture dans le mur. À l'intérieur, l'obscurité était presque totale. Elle alluma la lampe de son téléphone. Le vestibule était intact, recouvert de poussière et de toiles d'araignée, mais intact. Comme si le temps s'était arrêté. « Ok, c'est vraiment flippant maintenant », murmura-t-elle à sa caméra, même si sa voix trahissait plus d'excitation que de peur. Elle avança prudemment. Ses pas résonnaient étrangement, comme amplifiés par l'acoustique de la maison morte. Dans le salon, elle stoppa net. La table était toujours là, avec les assiettes, les verres, les chandeliers, tout recouvert d'une épaisse couche de poussière. Mais là, exactement comme décrit dans les vieux rapports de police qu'elle avait déterrés aux archives municipales. « Bordel !» souffla-t-elle. C'est alors qu'elle remarqua autre chose. Dans la poussière qui recouvrait la table, quelqu'un, ou quelque chose, avait tracé des lettres. Récemment, la poussière déplacée était encore friable. Emma s'approcha,
le cœur battant maintenant pour de vrai. Les lettres formaient un mot. Bienvenue. Son téléphone se mit à grésiller. L'image de sa caméra se brouilla puis s'éteignit. La batterie était morte. Pourtant, elle était chargée à 87% il y a 2 minutes. Le silence qui suivit fut total. Pas un bruit. Même le vent dehors semblait s'être tu. Puis, dans l'obscurité maintenant complète, Emma entendit quelque chose. Un craquement, comme une marche qui grince. Quelqu'un ou quelque chose descendait l'escalier. Lentement, régulièrement, se rapprochant. Emma voulut crier, courir, faire quelque chose. Mais ses jambes refusèrent de bouger, comme si une force invisible la clouait sur place. Une voix s'éleva dans les ténèbres. Une voix d'homme, cultivée, avec un léger accent ancien. Il semblerait que nous ayons une invitée. Des pas, plus proches maintenant. Cela fait si longtemps que personne n'est venu. Emma sentit une présence juste devant elle, à quelques centimètres. Elle ne voyait rien, mais elle la sentait, froide, affamée. Le pacte a été brisé, c'est vrai, mais les fondations demeurent. Un souffle glacé contre son visage, et une porte fermée peut toujours être rouverte par ceux qui osent. Emma retrouva soudain l'usage de ses jambes. Elle se rua vers la sortie, trébuchant dans l'obscurité, se cognant contre les meubles. Elle émergea dehors, haletante, terrifiée, courut sans se retourner jusqu'à atteindre la route. Ce n'est qu'arrivée au village, sous les lampadaires rassurants, qu'elle osa regarder derrière elle. La maison se dressait dans le crépuscule, noire et silencieuse. Et à l'une des fenêtres du premier étage, malgré le béton qui était censé les sceller, Emma aurait juré voir une lumière. Une faible lueur verdâtre, qui pulsait comme un cœur qui bat. Fin.